Bienvenue dans le podcast « L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens ». Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre application de balado favorite ou à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ceci est l'épisode 59. Une affaire un peu vaseuse. Clovis frappe son grand coup en 486 en pulvérisant en une seule bataille son ennemi du sud, le gallo-romain Syagrius. Enfin, comme d'habitude, c'est selon le rapport simple et sans bavure de notre bon vieux Grégoire de Tours, qui, comme vous le savez maintenant, ne perd pas trop de temps avec les nuances. Une victoire carrée et très profitable, qui lui offre un territoire immense par la taille, par la population et la richesse, si on compare à son petit royaume du Nord, hérité de Papa Childéric. Un grand coup qui lui permet maintenant de voir venir, car il dispose de sacrés atouts dans la main par rapport à tous les autres rois francs de la région. Une belle situation avec le recul que nous avons près de 1500 ans plus tard. Mais nul doute qu'à l'époque de Clovis, la situation était ou devait paraître, au moins à ses contemporains, un peu plus compliquée. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode où un simple vase menace de tout faire éclater, littéralement. La conséquence immédiate de la victoire de 486, c'est que l'armée de Clovis se met à piller Soissons et toute sa région à fond. Parce que, si l'armée de Syagrius s'est effondrée aussi nettement que Grégoire le dit, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour s'interposer entre les soldats francs et ce qu'ils considèrent faire partie de leur juste rémunération, qui s'évalue selon eux à peu près tout ce qu'ils trouvent en fait. Bétail, outils, vaisselle, armes, monnaie, tout ce qui n'est pas attaché au mur doit vraisemblablement finir dans les mains et les poches des soldats de Clovis. Puisque, comme on l'a dit, le pillage, c'est le principe de base d'une économie de guerre au 5e siècle. Alors, on peut oublier l'image d'Épinal de ville carbonisée de fond en comble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incendie par ailleurs. Mais les Francs sont là pour s'enrichir, pas pour mettre le feu. Une campagne de rapine à grande échelle donc, que Grégoire lui-même confirme comme une évidence en déclarant simplement dans son récit, et je cite, « Dans ce temps, l'armée de Clovis pilla un grand nombre d'églises. » Petite phrase révélatrice que lâche notre bon évêque lorsqu'il rapporte cette toute première campagne de Clovis, qui s'inscrit bien sûr dans son récit de la marche du roi d'un paganisme barbare vers un christianisme plus civilisé. Mais il ne faut pas s'y tromper. Il est peu probable que les Francs aient particulièrement focalisé leurs efforts sur les édifices religieux en réalité. Les hommes de Clovis ont attaqué des églises, c'est sûr, car déjà au 5e siècle, ces bâtiments accumulaient beaucoup de richesses grâce aux dons des fidèles en particulier qui pouvaient léguer de leur vivant ou à leur mort une partie de leurs biens. Et notamment les familles les plus fortunées des villes qui s'étaient massivement converties depuis le 4e siècle. Mais il est évident que les bâtiments profanes ont tout autant servi de cible, comme tout ce qui devait ressembler de près ou de loin à un objectif de valeur, que ce soit les villas, les édifices publics ou même les fermes de n'importe quel Marcus ou Hermann sur laquelle ils ont pu tomber. Un pillage à grande échelle donc, focalisé sur Soissons et ses alentours, car c'est une cité encore probablement assez riche à ce stade, seule agglomération d'importance de la région, avec un vieux théâtre de plus de 20 000 places et une ancienne fabrique d'armes pour les légions romaines. Ok, donc un bon gros dépouillement en règle de toute la population, riche et pauvre, germanique comme gallo-romaine. Un dépouillement qu'il vaut mieux accepter de bon cœur si on ne veut pas finir embroché
par un des soldats de Clovis ou de son cousin Ragnacaire. Mais bon, autant cette stratégie du chaos, c'était bien au IIIe et au IVe siècle, quand les Francs attendaient que les Romains soient occupés loin du Limès à se battre dans une de leurs guerres civiles à répétition, afin de venir, en ninja, tout rafler avant de repartir dardard se planquer outre-Rhin. Mais Clovis est-il maintenant dans la même situation? J'ai envie de dire, ben non. Pourquoi est-ce qu'il accepte cette bordélisation de son nouveau royaume, au risque de devenir très impopulaire? Cette grande vague de pillage n'est pas du tout dans l'intérêt politique ou économique de Clovis. C'est en réalité un sacré pépin pour lui, qui lui aliène inévitablement les populations de la région pour commencer. Et c'est en plus un grand gâchis de ressources de son nouveau royaume, ce qui semble quand même assez contre-productif. Alors, pourquoi un tel saccage? La réalité, c'est que Clovis ne peut probablement pas l'empêcher du fait des contraintes culturelles auxquelles il est lui-même soumis, tout roi qu'il est. Car un chef franc reste un homme dépendant exclusivement de son armée pour soutenir son pouvoir, une troupe qui s'attend à piller le territoire des vaincus pour être récompensée de leur victoire. Le pillage de Soissons n'est donc pas l'erreur d'un débutant, d'un roi trop jeune et inexpérimenté. C'est plutôt un sacrifice consenti par le dirigeant en satisfaisant les hommes de la manière la plus directe et la plus habituelle possible. Car Clovis n'est sûrement pas un imbécile, comme la suite va le prouver clairement, mais un grand pragmatique. D'ailleurs, première décision évidente que le roi a dû prendre, en plus de lâcher la bride à ses hommes, c'est de pardonner et d'intégrer l'armée de son ennemi dans la sienne. La pratique a évidemment pour but de renforcer sa propre troupe avec des militaires disponibles et déjà entraînés à se battre à la romaine. Un choix très utile pour celui qui n'est encore qu'un petit roi au milieu des grandes puissances de l'époque. La manœuvre nous est d'ailleurs confirmée par un texte du VIe siècle, écrit par l'un des historiens militaires les plus célèbres de Constantinople, nommé Procope. Ce fonctionnaire byzantin, qui écrit dans les années 550 environ, décrit dans son texte la transformation militaire et politique en Gaule du siècle précédent. Un témoignage choc et très proche des événements qui explique bien le phénomène qui se joue à la fin du Ve siècle, et en particulier à la chute de Soissons. Notre Byzantin, fort de sa carrière militaire en Italie, affirme la chose suivante en parlant des armées de Gaule, et je le cite. « Car, même maintenant, on reconnaît clairement ces hommes comme appartenant aux légions dont ils faisaient partie autrefois, et ils apportent leurs propres étendards quand ils arrivent au combat. Observant toujours les lois de leur père, ils gardent le costume des Romains, en tout, jusqu'aux chaussures elles-mêmes. Alors, on ne peut pas certifier à 100% que notre homme fasse référence précisément à la chute du royaume de Syagrius. Mais quoi qu'il en soit, Procope explique tout de même qu'à la fin du Ve siècle, les légionnaires romains, ne pouvant plus servir l'Empire, ont préféré se livrer pour une bonne partie d'entre eux avec leurs terres aux Germains, qu'on identifie en fait dans ce contexte aux Francs. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris? Ces soldats entre guillemets romains n'étaient pas fondamentalement différents de leurs ennemis entre guillemets francs-saliens à la fin du Ve. Les légions de Gaule étaient majoritairement composées d'hommes des frontières, avec une grande proportion de Germains ou de descendants de Germains de toute façon, et depuis longtemps. Leurs armements et leurs tactiques étaient désormais très similaires. Et si les deux armées avaient en plus combattu ensemble en tant qu'alliés durant les décennies précédentes sous Aegidius et Chilpéric, on voit mal ce qui aura empêché Clovis de le recruter désormais, pour son propre compte, lui, le gouverneur officiel de la province au nom de Constantinople, comme l'écrivait Saint-Rémy, une fois leur chef rebelle en fuite. Honnêtement, on a beau chercher, on voit assez mal pourquoi un légionnaire gallo-romain de Syagrius se serait senti mal à l'aise dans une armée de Saliens qui lui laisserait la vie sauve en échange de son service pour ce nouveau général, aussi romain qu'un autre. Surtout si, comme le laisse penser le texte de Procope, des chefs malins comme Clovis n'ont pas cherché à les vexer ou les brutaliser inutilement, et les ont laissés conserver des marques propres de leur identité, comme leurs étendards ou leurs chaussures, comme le disait Procope. Un peu comme le dit une grande enseigne de restauration rapide aujourd'hui, venez comme vous êtes. Bien joué Clovis. Une bonne façon d'accélérer la conquête en faisant grandir sa troupe et en enlevant à son ennemi en fuite toute forme de ressources pour une contre-offensive. Et oui, d'autant que sa prise de contrôle ne se limite pas à une simple direction des forces militaires du pays. Là encore,
au risque d'aller à l'encontre totale des stéréotypes, Clovis reprend aussi probablement le reste de la machine administrative du royaume de Syagrius et notamment la fiscalité pour son compte. Alors c'est vrai, et on l'a déjà dit, l'administration romaine et plus particulièrement la perception des impôts ont effectivement subi des chocs terribles. Pour commencer, des pans entiers de cette machine bien huilée mise en place par Dioclétien et Constantin se sont déjà grippés dès le 5e siècle avec la corruption générale des fonctionnaires et les exemptions des plus riches négociants, leur quasi-immunité sous le faible empereur Honorius. Mais surtout, les désordres du temps ont fracassé l'efficacité générale du système, à commencer par la collecte des taxes, les fonctionnaires n'étant plus payés et s'évanouissant peu à peu dans la nature. Mais toute la machine fiscale ne s'est pas arrêtée non plus, notamment au niveau local. Une forme d'administration, au moins à l'échelle des cités et des provinces, a dû subsister, qu'elle ait été pilotée par des évêques ou des comtes civils qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à continuer le prélèvement des impôts. Et on imagine mal Clovis, lui-même éduqué à la romaine, dans une famille d'officiers impériaux, laissant filer un outil du gouvernement pareil. On n'a pas de texte précis pour la partie nord de la Gaule à cette époque, du fait de la mauvaise conservation des documents. Mais tous les spécialistes sont convaincus que certaines bases du système fiscal romain ont dû continuer de fonctionner, que ce soit les impôts sur la propriété ou par tête, notamment parce que les lois franques, qui vont bientôt être mises sur papyrus, préciseront bien que seuls les gallo-romains y sont soumis et pas les francs. Mais on peut aussi citer les tons-lieux, taxes prélevées sur le commerce des marchandises, où le fisc, le nom donné aux terres confisquées directement au profit du roi, est mis en valeur par des administrateurs publics à son service. Il est impossible de dire quelle part précise de ces différentes taxations demeure à ce stade dans le nouveau royaume de Clovis. Mais une partie doit être encore effective au nord de la Loire, même si c'est probablement moins qu'au sud où l'organisation romaine est restée beaucoup plus stable. Et inévitablement, le bon fonctionnement de ces systèmes passe forcément par le maintien des seuls hommes capables d'en maîtriser les rouages, les seuls qui maîtrisent les registres et les règles de calcul, c'est-à-dire des gallo-romains, très à l'aise avec les règles d'imposition et la comptabilité, que Clovis a dû garder en place intégralement ou presque. Le rusé Clovis a bien entendu l'intention de garder le contrôle du territoire et d'en tirer profit. Et c'est parfaitement dans la logique de l'époque. Et c'est bien ça qui est un peu contradictoire avec le pillage que nous décrit Grégoire, et mis en œuvre par les guerriers francs lorsqu'ils s'emparent de Soissons. À grands coups de ceinturon, c'est sûr qu'ils ont dit « laisse béton, les pauvres moutons ». Et je ne suis pas sûr de comprendre, Xavier. Clovis a-t-il été le premier marcheur chantre du « en même temps », en laissant son armée tout piller et en se présentant comme le futur administrateur de confiance du territoire de Gaule? Probablement les deux. Et oui, ce sont normalement deux objectifs totalement contradictoires. Mais c'est vraisemblablement la tension immédiate qui traverse l'armée de Clovis le jour même où il s'empare de Soissons et des alentours. Choisir entre piller ou administrer. Alors, est-ce que cette pratique du pillage que lui imposent ces hommes dans un premier temps est la trace indélébile de la culture barbare encore présente au fond des tripes de l'armée de Clovis, descendante en droite ligne des Germains de Tacite? Probablement oui et non là encore, car il ne faut pas croire que les Romains ou les autres peuples ne pillaient pas. Évidemment, les Romains pillaient les territoires ennemis qu'ils traversaient et disposaient de règles claires en la matière. Si vous vous rappelez les épisodes de la première saison, c'est autour des questions de butin mal répartis que Carausius, l'empereur du Nord, finit par être mis hors la loi par l'empereur Maximien d'ailleurs. Donc oui, les armées romaines pillaient elles aussi, et de manière très organisée et systématique. Mais la pratique devait tout de même être particulièrement bien ancrée dans la mentalité guerrière germanique pour le coup, comme le mode normal post-affrontement, notamment en cas d'invasion. D'abord, elle leur était totalement nécessaire d'une manière pratique, car les soldats germains libres ne disposaient pas de soldes comme les légionnaires à la base, et vivaient exclusivement de ce moyen. Et culturellement, il est assez probable que la prédation restait quoi qu'il en soit omniprésente dans le schéma mental d'un guerrier germanique du 5e siècle. Pas de vernis nécessaire comme pour les Romains pour enrober la chose et se draper dans un quelconque devoir de défense. Pas de besoin de considération morale pour se justifier d'agresser son voisin et de lui voler ses affaires. Piller, c'est la norme culturelle et probablement religieuse pour des Germains du 5e siècle. C'est un style de vie assumé et accepté par tous, pas une pratique criminelle.
L'origine même du comitatus, dont on a parlé dans les tout premiers épisodes, consistait en cette organisation guerrière, se superposant à la société agricole et survivant principalement grâce à la prédation lors de raids et de conflits. Et sous ce rapport, rien n'avait changé des siècles plus tard. Ce qui sans doute explique mieux ce qui se joue derrière l'histoire ultra célèbre du vase de Soissons que nous rapporte Grégoire de Tours, bien sûr. Allez, laisse-moi raconter rapidement l'histoire, s'il te plaît. Pour ceux qui auraient manqué ou se seraient endormis lors de leur cours d'histoire de CE2 il y a quelques années. Clovis est donc dans les alentours de Soissons après la victoire. Quand un évêque du coin lui dit « Ok, il y a du pillage, c'est ballot mais je comprends. Sauf que s'il vous plaît, il y a un vase, mecton, il est pas bidon. Et j'y tiens beaucoup. » Clovis rapplique donc dardard sur la place centrale de la ville et fait un gros tas avec tout le butin que ses gars ont raflé. Et tranquille Émile demande qu'on lui mette de côté le joli vase. Genre bonus extra en plus de sa part car il est un chef vraiment trop cool. Tout le monde est ok avec ça. Sauf un unique soldat hyper bougon qui l'envoie péter et balance un grand coup de Francisque dans le vase parce que la vie, elle est trop injuste. Clovis ravale sa fierté, probablement difficilement, récupère quand même le vase cabossé et le donne à l'évêque un peu penaud, en regardant sans aucun doute l'autre asticot de travers, se disant intérieurement « Toi mon coco, un de ces quatre, tu vas prendre cher. » C'est ça, j'ai bon, j'ai rien oublié? Dans les grandes lignes, oui. Alors, comme toutes les histoires anciennes racontées par Grégoire, un minimum de scepticisme s'impose. En gros, on n'a aucune preuve, ni aucun autre témoignage de la véracité de cette histoire ultra célèbre, même si la plupart des spécialistes pensent qu'elle est tout de même vraisemblable. Et puis, on n'oublie pas que Grégoire écrit toujours son histoire dans une perspective particulière, à savoir la main divine qui conduit les hommes, et en particulier Clovis, dans sa marche vers la conversion à la foi nicéenne, avec une relation qui se construit au fur et à mesure avec les ecclésiastiques de son temps. C'est donc un autre filtre possiblement déformant à considérer. Mais il y a quand même plusieurs enseignements à tirer de cette histoire si on veut en prendre un sens plus large que la belle image d'Épinal du vase abîmé et de la justice du roi qui finit par tomber sur le soldat bougon. Préfiguration de la justice royale s'établissant peu à peu sur la sauvagerie des barbares francs. La première, c'est bien évidemment le dilemme du pillage. À savoir, comme on l'a dit, que c'est un premier test pour Clovis pour transformer le modèle ancestral de prédation, une pratique qui n'est plus du tout alignée avec son projet politique de faire fructifier son nouveau domaine. Mais l'important dans cette histoire, ce n'est ni le soldat rebelle, ni le vase. Non, l'important, c'est le demandeur, bien sûr. Car le déclencheur de toute cette affaire, ce n'est pas d'autoriser ou d'interdire le pillage, car probablement, à ce stade, Clovis est bien incapable d'imposer une révolution pareille, sans finir passé par les armes par ses propres soldats. Non, le vrai problème, c'est de commencer à changer les règles du pillage, en faveur de certains vaincus, qui sont, et c'est le plus important, ses futurs sujets. Alors, c'est déjà assez choquant à la base, que le roi contrevienne aux règles du butin, qu'elles aient été romaines ou germaniques d'ailleurs, puisque les deux cultures militaires garantissaient l'équité du partage tout en conservant une part spéciale pour le chef, mais qu'il déroge à ces règles justement, au profit de certains vaincus, là c'est une toute autre histoire. C'est moins qu'on leur retire un vase du butin qui pose problème, c'est qu'on le donne à un gallo-romain, à un vaincu. Dans la mentalité du soldat, on est probablement là face à un gros tabou. Ce vase mis à part, ce n'est probablement pas qu'un abus de bien social, pour utiliser un langage moderne, mais bien un acte impie qui contrevient aux dieux et à leurs lois. Car ce sont les divinités qui contrôlent le sort, et qui donc déterminent un partage équitable entre tous les vainqueurs. Et Grégoire nous vend une belle quasi-unanimité autour de ce partage, où tous les soldats sont OK pour lui faire une fleur, sauf un seul bougre. Mais, comme d'habitude chez Greg, c'est peut-être une simplification. Si l'histoire révèle bien une chose, c'est qu'il y a des résistances culturelles énormes, à briser par Clovis pour amener son armée à viser autre chose que d'être le prédateur du pays qu'ils ont conquis. La culture, l'histoire, la spiritualité de ces hommes, tout les retient de changer totalement de philosophie. Alors que cette approche de Clovis, elle est vraiment révolutionnaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Clovis laisse couler l'offense du guerrier sur le coup, gardant la bouche close selon Grégoire et laissant passer l'affront. Mais la conclusion de cette histoire, vous la connaissez. 1 an après,
Clovis retrouve le dit guerrier lors d'une revue du Champ de Mars et va l'exécuter en public au mot très célèbre de, et je le cite, « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». En tout cas, si on en croit la chronique. Une exécution qui n'est tout de même pas très loin du meurtre. Car il y a assez peu d'ambiguïté dans le rapport qui nous en est fait. Clovis se venge d'abord et avant tout en traître pour l'humiliation publique de l'année précédente, cherchant simplement un prétexte pour exécuter cet homme. Mais ce qui est intéressant dans cette vengeance, ce n'est pas la conclusion, mais bien le moyen, à savoir des armes soi-disant mal nettoyées ou mal entretenues qui feraient honte à toute la troupe lors de la revue militaire. Armes que Clovis lui arrache et jette par terre, ce qui, évidemment, est un coup lâche mais rusé, puisqu'aucun guerrier germanique ne peut laisser passer une humiliation pareille. Pour un soldat franc, vous vous en rappelez, porter les armes, c'est la marque de l'homme libre. Sans elle à ses côtés, comme le disait déjà Tacite, l'homme perd tout crédit et tout honneur. Et au moment où le soldat se baisse donc obligatoirement pour les ramasser, Clovis dégaine donc sa hache et lui pulvérise le crâne. Une histoire qui démontre bien que ce moment est tout autre chose qu'un épisode de sauvagerie incontrôlée d'un barbare. En fait, c'est plutôt exactement l'inverse, car le moment comme la méthode sont choisis avec soin. Clovis ne pouvait pas légalement passer par les armes un soldat qui lui avait opposé une règle de partage connue de tous, germain comme romain. S'attaquer à cet homme à ce moment-là, et pour cette raison-là, aurait fait de Clovis un parfait hors-la-loi vis-à-vis de ses hommes. Par contre, lors d'une revue de soldats, le roi, cette fois, était dans son rôle de chef militaire, de pouvoir punir un soldat ne respectant pas la discipline de l'armée. Et si ça lui a pris 1 an pour trouver la parade légale, Clovis a su être assez patient pour attendre son moment et son occasion afin de frapper. Et envoyer au passage un message clair à son armée pour affirmer son autorité. Dans le genre, n'essayez plus de finasser avec moi en jouant la carte de la légalité. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, si l'histoire de Soissons révèle bien quelque chose, ce n'est sûrement pas la sauvagerie débridée des Francs qu'ils amèneraient dans le joli monde de bisounours des Romains. C'est plutôt que, tout barbares qu'ils sont, les Francs respectent déjà les codes légaux qui ne sont sûrement pas très loin de ceux des soi-disant vaincus romains. Le défi pour Clovis avec son armée, ce n'est donc pas de respecter les lois, c'est plutôt de les utiliser ou de les adapter un minimum pour faire entrer son armée romano-barbare dans un nouveau moule culturel. C'est ça la leçon finalement pas vaseuse du tout du vase de Soissons. Par contre, Xavier, il y a un point que nous n'avons pas encore discuté et qui me semble très important. Il s'agit bien sûr de l'aspect religieux de l'affaire, non? Et oui, évidemment, puisque c'est à la demande spécifique d'un évêque que Clovis a tenté ce coup de force vis-à-vis de sa propre armée. Un évêque qu'on identifie souvent comme Rémi, vu que dans le testament de cet évêque qu'on a conservé, il fait bien mention d'un magnifique vase en argent qu'il faut fondre. Un indice qui laisse penser que c'était bien ce fameux vase qu'il a récupéré et gardé jusqu'à sa mort. Mais Rémi ou un autre, ça ne change rien à l'affaire, et notamment sur les bonnes relations préexistantes et en cours de renforcement entre les deux futurs pouvoirs de la Gaule, à savoir la monarchie et l'Église. Qu'un évêque ose directement s'approcher du roi pour lui demander une faveur alors que Clovis vient d'écraser le pouvoir en place, montre bien que déjà, la communauté ecclésiastique était loin d'être terrorisée. Tout indique que les évêques, à l'image de Rémi, se voyaient déjà comme un pouvoir en place assez fort pour négocier avec le roi des Francs. Peut-être pas sur un pied d'égalité complet quand même, mais pas loin. Ce qui se conçoit assez bien, puisque les lambeaux d'administration et de l'égalité qui tenaient encore en Gaule dépendaient d'eux et que Clovis en avait carrément besoin. Et en retour, on comprend bien que Clovis décide de prendre un risque pour ce fameux vase dans une optique bien pensée. Notre roi doit commencer, comme Rémi l'invitait dans sa lettre, à suivre les avis et à écouter les ecclésiastiques dans son nouveau domaine, à suivre leurs conseils, comme disait l'évêque. Et si leur conserver un vase précieux est une façon de se les mettre dans la poche, on imagine assez bien Clovis, en public et devant l'un d'entre eux, tenter le coup de force avec son armée pour montrer sa bonne volonté et ses intentions. À savoir, d'entreprendre la grande transformation du modèle ancestral des Germains pour rentrer dans la coopération avec les évêques et plus généralement avec les puissants de la Gaule du 5e siècle. En fait,
Même si cela semble un peu capillotracté, ce qui est bien raccord avec la chevelure des rois saliens par ailleurs, il est tout à fait plausible que le roi se soit douté que ça ne se passerait pas très bien le coup du vase avec ce fameux guerrier. Peut-être même que ça aurait dû être la part de ce dernier, qui sait. Mais finalement, quelle que soit l'issue de son coup fourré, il était gagnant. Une ruse win-win. Qu'il soit prêt à provoquer une esclandre avec ses propres hommes publiquement devant les évêques, c'était un super message dans le fond. Du genre, je suis tellement votre nouvel ami que je suis même prêt à me fâcher avec mes hommes, rien que pour vous faire plaisir. Un vrai malin, ce Clovis. Qui sait s'il ne l'a pas fait exprès? De provoquer une scène pour montrer indirectement à tout le monde ce qui était la nouvelle donne en train de s'imposer. L'important, ce n'est pas le vase dans l'histoire. C'était la dispute publique qu'il était prêt à assumer. S'interposer pour sauver le vase n'était donc pas nécessaire dans le fond pour se donner le beau rôle. Ça aurait pu même être assez contre-productif pour Clovis. Et pas seulement vis-à-vis de ses propres soldats, en trahissant si ouvertement la tradition et la règle d'une manière si outrancière. Car il n'est pas sûr que de toute façon, légale ou pas, une exécution du malotru aurait été une bonne idée. Car sanctionner le soldat violemment sur le champ aurait envoyé le message aux évêques de son nouveau royaume qu'il n'était finalement qu'un barbare ultra-violent et incontrôlable, utilisant sa hache pour régler les problèmes. Pour une audience de riches gallo-romains habitués au code de loi et aux tribunaux, ça n'aurait pas du tout été idéal pour sa propre crédibilité. Donc Clovis a laissé passer l'affront, en évitant d'envoyer une image catastrophique devant ceux qui, un jour, seront les hommes sur lesquels il voudra appuyer son règne. Et en montrant qu'il avait à cœur et leurs intérêts et leurs lois. En se contentant de cette esclandre, il a envoyé indirectement au passage le bon message aux évêques, en phase avec sa future politique. C'est-à-dire que sous la bonne influence des autorités chrétiennes, il était capable de dominer ces pulsions barbares et de se comporter comme un souverain raisonnable, avec qui ils pourront ensemble construire le royaume de demain. Ce qu'on peut voir, sous un œil charitable comme le fait Grégoire, comme le début de la bonne influence de la religion sur le caractère du prince, le premier pas de la marche vers un règne raisonné et harmonieux pour fusionner la société agricole gallo-romaine et son pouvoir militaire franc, en quittant ses pratiques de bandit et en rentrant progressivement avec son armée dans un nouveau moule. Mais si on veut être un peu irrévérencieux, on peut aussi voir cet épisode sous un autre jour. Un épisode où le bandit en question ne disparaît jamais vraiment en fait, mais il sait juste simplement de se déguiser assez bien comme ça l'arrange. Car vous l'avez compris, lorsqu'il passe en revue ses troupes sur le champ de Mars et qu'il a l'occasion de se venger, comme d'envoyer le bon message pour ses hommes sous son autorité implacable, il y a un paramètre important qui a changé. C'est bien sûr que ses nouveaux amis les évêques ne sont plus là pour le voir et qu'il peut enfin nous présenter son vrai visage, sans filtre, celui d'un roi barbare, d'un vrai celui-là, capable de commettre un crime prémédité pour ne laisser personne croire qu'on peut se mettre impunément en travers de sa route. Il faut cependant le reconnaître. Ce vase de Soissons, c'est une super opération de com. Montrer qu'on va respecter la légalité, montrer qu'on va respecter la foi chrétienne et les évêques, montrer que l'ère du pillage, qui était la marque des Francs depuis l'origine, est sur le point de se transformer radicalement. Mais montrer aussi qui est le final boss. Très joli coup de com' en vérité, pour un jeune roi un peu débutant. Tellement réussi d'ailleurs qu'on en parle encore 1500 ans plus tard, et que c'est d'ailleurs à peu près la seule chose dont se rappellent nos contemporains. Un joli coup d'éclat, au point même qu'on finirait par oublier l'espèce de tyran sanguinaire qui est réellement cet homme, et qui montre dès le début ce trait de caractère qui va le définir pendant ses 25 années de règne. Celui d'un sacré dissimulateur, prêt à peu près tout pour réussir. Un premier épisode qui ne fait qu'annoncer la carrière assez spectaculaire et particulièrement abjecte du point de vue de la morale d'aujourd'hui, de celui qui va devenir le tout premier roi des Francs. Voilà, c'est dit. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr @gmail.com. Et rendez-vous au prochain épisode.